Bienvenue dans notre exploration du jour. On plonge tête première dans un sujet qui défraie la chronique et qui bouscule pas mal nos certitudes. Les deepfakes. Ah oui, vaste sujet. Exactement. Et pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va s'appuyer sur une analyse assez récente qui convoque deux penseurs majeurs, Platon et Guy Debord. Ah, rien que ça. Voilà. Accrochez-vous, ça risque de secouer un peu les ménages. Alors, juste pour être sûr, si le terme deepfake échappe encore à certains, imaginez une sorte de Photoshop, mais sous stéroïdes quoi. Pour la vidéo, l'audio, C'est ça. capable de manipuler ou même de créer de A à Z l'image ou la voix de quelqu'un. Et c'est l'IA qui fait ça. L'intelligence artificielle, oui. Et les résultats sont souvent bluffants, vraiment réalistes. Bluffant, c'est le mot. Et c'est là que ça devient à la fois fascinant et un peu flippant, non ? Carrément. Parce que ça nous renvoie direct à cette question vertigineuse, aussi vieille que la philo, mais tellement actuelle. Au fond, qu'est-ce qui est réel ? Comment on fait la part des choses ? Quand même, nos yeux, nos oreilles peuvent être trompés si facilement. C'est toute la question. Et pour décortiquer ce défi, on a donc ces deux boussoles intellectuelles, comme vous disiez. La célèbre allégorie de la caverne de Platon Un classique ? et la théorie non moins percutante de la société du spectacle de Guy Debord. Deux perspectives très différentes. Très différentes, oui. Nées à des époques très éloignées, mais qui, chacune à sa manière, nous alertent sur le pouvoir des images, sur leur capacité à fabriquer des illusions, en fait. Ok, donc les deepfakes. La prouesse technique, bon, on l'a dit, elle est indéniable. Mais ce qui nous préoccupe surtout, ce sont les dérives possibles. La désinformation massive, les manipulations politiques, les atteintes à la réputation, le potentiel de nuisance est juste énorme. Et ça touche au cœur de notre rapport à la vérité. Si une vidéo, une image, un son peuvent être fabriqués de manière quasi indétectable, alors notre confiance instinctive dans ce qu'on perçoit... Elle s'effondre. Exactement. Elle s'effondre. Sur quelle base on construit notre jugement, notre compréhension du monde après ça ? C'est un vrai séisme pour notre rapport à l'info. Commençons ce voyage alors avec Platon, son allégorie de la caverne. Bon, tout le monde en a plus ou moins entendu parler. Oui, c'est connu. Des prisonniers enchaînés qui ne voient que des ombres projetées sur un mur et ils prennent ça pour la seule réalité. Une métaphore de l'illusion qui reste hyper puissante. Précisément. Pour Platon, ces ombres, elles symbolisent le monde sensible, celui qu'on perçoit avec nos sens, quoi. Et pour lui, ce monde n'est qu'apparence, reflet changeant, trompeur. D'accord. La vraie réalité, la vérité vraie, elle se situe ailleurs, dans ce qu'il appelle le monde des idées ou des formes. Les idées. Oui, imaginez l'idée de chaise, par exemple, le concept parfait, éternel de ce qu'est une chaise. Eh bien, toutes les chaises physiques qu'on voit, pour Platon, ne sont que des copies imparfaites de cette idée originaire. Ah, je vois. Donc si je suis Platon, une image, que ce soit une ombre, une peinture ou aujourd'hui un deepfake, c'est une copie de copie, c'est ça ? C'est exactement ça. Une imitation encore plus dégradée de la réalité vraie qui est l'idée. Voilà. L'image est vue comme un éloignement de la vérité. Une illusion qui nous détourne de la contemplation des idées pures. Et cette contemplation, elle n'est accessible que par la raison. Le deepfake, dans cette optique platonicienne, ce serait une ombre particulièrement sophistiquée, qui rend l'illusion encore plus forte. Et la sortie de la caverne, encore plus difficile. C'est fascinant de voir comment une pensée qui a, 2400 ans, résonne encore aussi fort aujourd'hui. C'est vrai. Mais bon, avançons dans le temps. On fait un bond jusqu'au XXe siècle. Changement de décor radical avec Guy Debord dans les années 60. Autre contexte. En pleine explosion de la société de consommation, des médias de masse, de la pub. Et là, Debord va proposer une analyse qui renverse un peu la perspective platonicienne, avec son concept de société du spectacle. Pour lui, attention, les images ne sont plus de simples copies de la réalité, comme chez Platon. Il affirme qu'elles deviennent la réalité elle-même. Attends, elles deviennent la réalité. Le spectacle, c'est-à-dire cet océan d'images médiatiques, publicitaires, politiques, tout ça, ne fait pas que refléter le monde. Il le façonne. Il le remplace, carrément. Waouh. Pensez au flux incessant des réseaux sociaux, par exemple, qui nous présentent une version souvent idéalisée, marchandisée de la vie. Pour Debord, ça, c'est le spectacle en action. Attends, mais ça veut dire que selon Debord, on ne vivrait plus vraiment nos vies, on les regarderait passer comme un film, que nos désirs, nos opinions seraient dictés par ce bombardement d'images. C'est énorme comme affirmation. C'est le cœur de sa critique, oui. Sa phrase célèbre: tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Ouch. De notre propre existence. On consomme des images plutôt que de créer des expériences authentiques.
Et Debord y voit une stratégie du capitalisme avancé. Pour lui, le spectacle sert à masquer les rapports de domination réels, à nous aliéner par le divertissement, la consommation, pour nous empêcher au final de remettre en question le système. Donc les ombres de Platon. Elles ne sont plus seulement sur le mur. Elles sont devenues la caverne elle-même, une caverne construite par le spectacle. Ok, donc on a deux penseurs qui nous alertent sur les fausses réalités créées par les images. Ça, c'est le point commun, mais avec des diagnostics et des remèdes, on va dire, très différents. Très différents, oui. Platon nous dit en gros, éduque ta raison pour voir au-delà des ombres. C'est une quête individuelle, intellectuelle. Un travail intérieur, philosophique. Et Debord, lui, il rétorque. Non, le problème est systémique. Il faut une action collective pour changer la société qui produit ces ombres. C'est bien ça. Tout à fait. Pour Platon, la sortie est philosophique et individuelle. Pour Debord, elle est politique et collective. Il critique même l'idée qu'un simple changement de conscience individuelle suffise. Ah oui. Oui, parce que face au spectacle, qui est un rapport social total, omniprésent, il prône la création de situations, des moments vécus collectivement, authentiques, la réappropriation de la vie contre sa représentation marchande. Il faut changer le système pour Debord. Mais concrètement, face à la puissance du spectacle aujourd'hui, qui est amplifiée par Internet et potentiellement par les deepfakes, cette action collective prônée par Debord, est-ce que c'est réaliste ? On se sent parfois tellement submergé, non ? Isolé devant nos écrans ? C'est le grand défi, c'est sûr. Et les deepfakes, on peut les voir comme l'apogée, ou du moins une intensification radicale du spectacle. L'étape d'après, quoi. Exactement. Ils rendent la fabrication de l'illusion quasi parfaite, ils brouillent les lignes comme jamais auparavant, on navigue dans une sorte de caverne numérique, où distinguer le vrai du faux demande un effort constant. Et où les architectes de ces illusions ont des moyens technologiques redoutables. Ce sentiment de désorientation dont vous parlez, il est très réel. Alors, on est condamné à être des spectateurs passifs et méfiants. Debord lui-même et les situationnistes avec qui il militait, ils ne se contentaient pas de critiquer. Ils proposaient des tactiques de résistance, non ? Absolument. Et leur arme favorite, c'était le détournement. Le détournement ? Oui. L'idée, c'est de prendre un élément du spectacle, une pub, un slogan connu, une image iconique, et de le retourner, de le hacker en quelque sorte. Ah, pour lui faire dire autre chose, souvent quelque chose de critique, de subversif ou d'ironique. C'est utiliser les propres outils du système contre lui-même. Malin. D'accord, j'aime bien l'idée. Et si on appliquait ça aux deepfakes, plutôt que de juste essayer de les repérer, ce qui reste essentiel bien sûr, indispensable même, ne pourrait-on pas les détourner ? Imaginez, je sais pas, créer des deepfakes satiriques, parodiques, qui utiliseraient l'humour pour exposer l'absurdité du spectacle ou pour dénoncer des manipulations ? Le rire comme contrepoison ? Ah mais ça, c'est une piste très situationniste. L'humour, la parodie, la satire, ce sont des formes de résistance extrêmement puissantes. Ça permet de désacraliser, de reprendre un peu le contrôle du récit, de créer une distance critique. Ça ne résout pas tout, bien sûr, faut être clair. Non, bien sûr. Mais c'est une manière active et créative de ne pas subir passivement ce flux d'images potentiellement trompeuses. C'est reprendre un peu de pouvoir en fait. Mais au-delà de cette résistance créative, disons, l'approche de Debord nous pousse surtout à développer une compréhension plus profonde des mécanismes qui sont derrière tout ça. Les systèmes. Les systèmes, voilà. Il ne suffit pas d'être sceptique, genre « ah, je crois rien ». Il faut devenir averti, comprendre comment fonctionnent les algos qui nous ciblent, l'économie de l'attention qui régit les plateformes. Oui. Les intérêts économiques ou politiques derrière la production d'informations ou de désinformation. Donc l'enjeu, ce n'est pas seulement de savoir si cette vidéo précise est un deepfake ou pas, c'est plus large. Beaucoup plus large. C'est de comprendre comment fonctionne l'écosystème médiatique et numérique dans lequel on baigne tous les jours. Passer de la simple méfiance, un peu passive, à une véritable intelligence des systèmes. Exactement. Devenir des citoyens plus conscients, mieux outillés pour naviguer dans cette nouvelle ère de l'image. C'est un travail de longue haleine, ça se fait pas en un jour, mais c'est crucial. Bon, on a fait un sacré voyage quand même. De la caverne antique aux abysses numériques guidés par Platon et Debord. Le constat peut sembler un peu sombre, les ombres sont plus réalistes que jamais. C'est vrai. Mais restons lucides, sans être défaitistes pour autant. On n'est pas complètement impuissant face à ça. Non. Non. La vigilance individuelle, l'éducation collective à ces enjeux, le développement d'outils de détection, la régulation peut-être, tout ça, ça compte. D'accord. Et surtout, notre capacité à rester critique, à questionner, à débattre ensemble de ce qu'on accepte comme réalité.
ça reste fondamental. Et puis utiliser notre créativité, notre humour, comme le suggère l'idée du détournement. Finalement, même dans la caverne la plus sophistiquée, l'esprit peut chercher la lumière. Ou même, comme le disait Debord, tenter de créer ses propres situations éclairantes. Précisément, il s'agit de refuser le statut de simple spectateur passif, de choisir activement comment on interagit avec ces technologies, avec les images qu'elles produisent. Reprendre la main, en quelque sorte. Oui, construire un avenir où la vérité, même si elle est complexe, débattue, garde sa valeur face à l'illusion aussi séduisante soit-elle. En résumé, on pourrait dire que les deepfakes cristallisent des tensions très anciennes sur le pouvoir des images, mais leur donnent une acuité nouvelle et urgente. Tout à fait. C'est une sorte de piqûre de rappel, un peu brutale, des analyses de Platon et Debord. Le message final, si on devait en garder un, c'est peut-être celui-là. Restons éveillés, critiques, informés, créatifs. C'est un défi majeur pour nos démocraties, pour notre capacité à construire un futur partagé sur des bases un tant soit peu solides, quoi. Merci de nous avoir rejoints pour cette plongée. Continuez de questionner, d'explorer et de chercher la lumière, même quand les ombres se font persistantes.